Bien faite hein, de la République, Madame Judith Toulouka, mais la question continue à être posée. Est-ce la dame, elle est bloquée pour la formation du gouvernement parce qu'il semble que le politicien majeur de la République démocratique du Congo veut ou veulent également la maintenir dans l'ancien système des quotas. Il faut qu'on ait un gouvernement de long métrage, un gouvernement éléphantesque, comme le Quinois le disent. Est-ce la dame va céder ou soit elle va tenir compte de la réduction des trains de vie des institutions, avoir un gouvernement de peu de gens, un gouvernement de warriors qui va relever les défis. Face à toutes ces questions très questionnantes, vous étiez très nombreux à me demander que nous puissions recevoir pour vous une tête bien faite de la République, Monsieur Abraham Lwakabonga. Vous l'aimez beaucoup, vous aimez son franc-parler. Il est ici avec nous. Monsieur Abraham Lwakabonga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup et mes salutations à tous ceux qui nous suivent en ce moment et ceux qui nous suivront en différé plus tard. Voilà, nous sommes en direct hein, sur notre chaîne YouTube, au Centre Télévision, l'émission est en direct, vous pouvez les piquer et partager. Vous nous suivez depuis Canada, États-Unis, Cap-Town, un peu partout, l'émission est là. Mais M. Abraham Lwakabonga, je précise que vous êtes au cadre de l'UDPS et aussi ancien directeur de la presse présidentielle, M. Abraham Lwakabonga. Mais il y a une question de curiosité. Quand j'annonçais que j'allais recevoir quelqu'un qui est en Israël, il m'a appelé pour me dire qu'il avait vu une photo de fondateur de l'UDPS, mais parmi les gens qui étaient là, il a vu Papa Lwakabonga. Il voulait savoir, est-ce qu'il est aussi parmi les fondateurs de l'UDPS? Oui, je crois que ceux qui suivent l'histoire, ou ceux qui ne la connaissent pas, les 22 signataires de l'UDPS originelle, car aujourd'hui c'est l'UDPS Tshisekedi, mon père en faisait partie, et c'est pour dire qu'on a grandi dans cette effervescence, dans cette peur, dans cette situation un peu difficile à l'époque de la dictature avérée du maréchal Mobutu. On a connu cela, bon, nos parents ont eu à faire ce qu'il fallait pour que nous puissions avoir la formation requise et que nous puissions continuer le travail qu'ils avaient commencé. Donc j'ai eu cette grâce-là d'avoir eu ce père qui a été l'un des fondateurs du parti. Donc vous êtes parmi les enfants qui ont étudié dans de mauvaises conditions. Quand je parle de mauvaises conditions, pas par rapport à la qualité, mais en ayant peur que tout peut nous arriver, au même titre avec le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, parce que vous faites partie parmi les enfants du fondateur. Je peux dire dans une moindre mesure, parce qu'il faut reconnaître le Sphinx, comme on l'a appelé, avait lui une place prédominante, mais néanmoins, le travail a été fait. Pour preuve, aujourd'hui, le bastion, je peux dire politique de l'UDPS, ce n'est pas la province d'origine du chef de l'État ni de son père, c'est le Kasaï central, au travers Kananga et au travers, je peux dire, Ndemba, qui est le village de mon père, où nous avons eu les plus grands scores, que ce soit en 2011, en 2018, Ndemba et Kananga ont caracolé. Cette année-ci encore, je crois qu'on était à plus de 97 ou 98% d'intention de vote pour le chef de l'État, ou de vote plutôt pour le chef de l'État. Donc, un travail a été fait foncièrement. Aujourd'hui, nous avons la lourde charge avec, merci de l'honorer, voilà. La lourde charge de faire mieux qu'eux, mais ce n'est pas évident, parce qu'ils avaient placé la barre très haut et bon, avec... Alors, les autres amis, nous travaillons. Monsieur Abraham Lwakabonga, merci hein, de nous rappeler, chers internautes. Ça prouve que vous êtes en train de suivre ce qui s'est passé sur le pays. Mais une question de curiosité, parce que vous avez les sons de l'UDPS en vous. Vous n'êtes pas un kouya-kouya, vous êtes quelqu'un qui est né dans l'UDPS. Est-ce l'UDPS, c'est un parti des Balouba? Une question de curiosité hein, pour éclairer un peu l'opinion. C'est vrai que ce n'est pas notre thématique, mais c'est quand même important. Non, il faut... regardons à la création, à la naissance. Toutes les provinces étaient représentées.
feu professeur Liaou à l'Équateur, feu Papa Bouankiem, Bandundu, il y a eu plusieurs. Comment ça aussi? Oui, qui à l'époque on l'appelait d'Olivera. Okay. C'est le nom que j'entendais souvent à la maison Papacité. Donc il y a toujours eu cette pluralité en termes de provinces. Mais il faut reconnaître que les dernières années, étant donné que le Sphinx était resté presque, je peux dire, seul dans ce combat, et les différentes relégations qu'il a connues, les différents combats vers la fin, ont fait qu'à un certain moment, il y a eu peut-être un plus grand nombre de ressortissants d'une certaine province. Ou, je dirais province linguistique. Comme ça, on peut partir des deux Kasaï un peu plus loin. Mais non, du DPS, pas question. Écoutez, on a eu des secrétaires généraux du Bas-Congo, on en a plus d'un, Rémi Massamba, l'autre qui nous a quittés, Bruno Mavungu. Donc, je crois que l'UDPS a toujours eu cette tendance-là d'être un parti pluraliste. Et aujourd'hui, ceux qui disent que c'est une tendance Balouba, non, c'est faux complètement. Alors, M. Abraham Kabanga, c'est vrai la thématique d'aujourd'hui avec mon invité, la tête bien faite de la République, et aussi parmi les scientifiques de l'UDPS, il est là. RDC, la taille du gouvernement, Judith Toulouka, la dame est-elle bloquée par les politiciens? On va en parler, mais terminons d'abord les arriérés de l'UDPS. Vous êtes un haut cadre de l'UDPS. Il y a ceux qui pensent que l'UDPS d'aujourd'hui est dominé par les cadres moyens. Est-ce le cas? Il semble que la crème des crèmes de l'UDPS aujourd'hui est allée ailleurs. Cette crème, elle est déjà fatiguée. Aujourd'hui, vous avez plus des badauds, des gens qui ne maîtrisent pas trop. Écoutez, moi, je crois que ce serait injurieux parce que de dire qu'aujourd'hui ce serait des badauds. Mais regardons bien la ligne de croissance en termes d'éducation en RDC. Reconnaissons tous que l'éducation aujourd'hui n'est plus la même que ce que nous avons connu les années antérieures. Les universités congolaises, au début des années 70, étaient des très très grandes universités et qui attiraient beaucoup d'étudiants de l'extérieur. Puis nous avons connu des périodes un peu difficiles avec des années blanches qui n'arrêtaient pas. Ceci n'a pas permis à ce que nous puissions garder la même qualité en termes d'éducation. Je crois que c'est en train de revenir petit à petit. Il y aura une nouvelle vague. Mais que dire aujourd'hui, Bado, non, c'est aussi la nature du combat qui a été ceux qui nous ont rejoints maintenant. Le combat sous Mobutu était d'abord un combat élitiste qui est parti sur beaucoup d'interprétations de textes parce qu'il fallait absolument faire passer un message et casser la dictature au travers une justesse, une bonne lecture des textes et devoir l'appliquer à l'international pour que tout le monde comprenne que ce n'est pas un combat pour dire ôtez-vous de là que je m'y mette, mais plutôt un combat par rapport à l'homme congolais, de ce que l'on voudrait voir. Et ce que nous avons connu sous Kabila, je peux dire père et fils, était d'une autre dimension. Je crois qu'on a eu beaucoup plus de victimes à l'époque de sous Kabila que sous Mobutu. Donc, si vous regardez en termes de brutalité, nous avons connu des enlèvements, nous avons connu bref, des disparitions, et ceci justifie en fait ce qui est devenu un peu la caractéristique du combattant de la dernière heure. C'est un bagarreur, c'est quelqu'un qui ose faire un peu plus que ceux qui le faisaient auparavant et qui étaient déterminés. Mais aujourd'hui, je crois que justice sera faite. Ceux qui auront l'occasion aujourd'hui de pouvoir aller aux études malgré leur âge, surtout que nous avons réussi tant bien que mal à installer la gratuité de l'enseignement. Je crois que le chef de l'État, comme il croit, qui va nous engager dans la gratuité de l'enseignement au niveau secondaire et pourquoi pas universitaire, cela peut venir. Dans ce pays, ça a existé. Il y a eu des bourses. Donc, je crois que cela est dans le domaine du possible. Les combattants, je les félicite tous à leur niveau. Vous savez, il y a ceux que l'on, aujourd'hui, n'ont peut-être pas encore eu la justesse de leur rémunération, mais qui pourtant ont mené un combat qui était peut-être plus
fort qu'un combat des intellectuels. Là, je pense à nos jeunes frères de la Force du Progrès et d'autres qui ont fait un travail. Aujourd'hui comme des clowns aussi. Voilà. Considérés aussi comme des clowns. Mais bon, écoutez, que voulez-vous? Eux ont bravé. C'est eux qui font les sales boulots du régime, il semble. Voilà. Je crois qu'il est... À l'époque, c'est ce qui avait été fait, mais je crois qu'aujourd'hui, à la juste valeur, il faudrait qu'on puisse avoir un programme élargi qui permette à ceux qui n'étaient pas formés soient formés. Il n'y a pas que l'armée, mais il y a autre chose. Il y a des formations, il y a une PP, on peut apprendre à faire le froid, on peut apprendre à la mécanique. Voilà, de manière à ce qu'on puisse les aider, mais pas que cela. La revanche du sol sur le sous-sol, comme le chef de l'État l'a dit, ce serait un vaste programme agriculture. Pourquoi pas insérer aussi cette jeunesse-là d'une manière vive, qu'elle aille faire un travail sur le terrain. J'espère que ce message va passer. Il y aura tout un chapitre pour parler de ça, mais quand même, on ne reçoit pas chaque jour. Et j'aimerais que nous puissions vider les arriérés. Je sais que vous ne reculez pas devant les difficultés. Vous avez un caractère un peu mal compris par rapport aux autres, mais j'aimerais quand même poser les questions des téléspectateurs. Je vous en prie. Parce qu'on nous suit depuis ailleurs, surtout c'est des questions de la diaspora, à vous de voir si vous pouvez répondre ou pas. Exact. Alors, M. Abraham Lwakabonga, ce titre va vous coller jusqu'à votre mort, jusqu'à la mort, voulais-je dire, directeur de la presse présidentielle, ancien. Entre l'ancien directeur cabinet du chef de l'État, M. Vital Kamerhe, et l'actuel, M. Guilain Nyembo, je précise bien, c'est la question des téléspectateurs, quel est le parallélisme faites-vous entre les deux? Écoutez, parallélisme, c'est un peu difficile parce que là, nous avons en face de nous deux personnalités politiques qui ont une manière de faire un peu différente. Monsieur Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui est très énergétique, je peux dire, et républicain. C'est quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui est proche et qui a un contact facile. Fatalement, cela entraîne sur lui beaucoup de lumière. Feu d'actualité, ses moindres faits et gestes seront suivis parce que c'est un leader. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour rappeler aux amis que l'on n'oublie pas que c'est avec lui, en 2018, qu'on a eu le ticket du cash. Et que politiquement, aujourd'hui, des fois, lorsque je lis, j'entends des colibés, j'aime rappeler à mes frères pour dire non, il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est un partenaire politique pour lequel le chef de l'État a dit qu'il a encore un grand rôle à jouer dans ce pays. C'est le chef de l'État que nous avons tous réélu qui l'a dit. Donc ici, je voudrais demander aux uns et aux autres, comme les Quinois disent, un mot tianassé. Ne pas être ingrat. Voilà, ne pas être ingrat, c'est le partenaire premier du chef de l'État, Vital Kamerhe. Et il a encore sa place. Voilà, il a démontré politiquement ce qu'il valait, ce qu'il vaut dans ce pays. Il doit cela. Guilain Nyembo, c'est quelqu'un, l'actuel directeur de cabinet, est quelqu'un de très effacé. Il est là. Voilà, très effacé, quelqu'un de rigoureux aussi. C'est complètement deux styles complètement différents. Autant Vital Kamerhe serait très ouvert et vous l'appellerez facilement Mwalimo. Je ne connais pas un sobriquet qu'on ait collé à Guilain Nyembo aujourd'hui. Est-ce parce qu'il est comme cela? Mais bon, je crois que l'un dans l'autre, le chef de l'État avait, oui, quand même besoin de quelqu'un d'un peu plus poursuite des consultations avec des formations plus distrait. Mais bon, écoutez, je crois que M. Guilain Nyembo, il est quand même arrivé avec une force politique. Il doit avoir quelques députés qu'il a réussi à faire élire avec sa formation. Donc, l'un dans l'autre, ce sont deux politiques qui veulent aider le chef de l'État. Évidemment, ceux qui n'ont pas été servis par l'un ou l'autre vont toujours aller dans tous les sens pour diaboliser et dire du mal, mais bon, c'est un fidèle collaborateur. Tous les deux sont des fidèles collaborateurs du chef. Alors, M. Abraham, cette question risque de créer trop de pépins. Non, allez-y. Mais je vous regarde quand même. Il y a ceux qui pensent qu'après votre départ, la communication ou la presse présidentielle a connu un peu de pépins. J'ai dit, il y a ceux qui pensent. Il y a ceux qui pensent. Récemment, le chef de l'État s'est déplacé
Mais les Congolais n'étaient pas informés. Vous, comme un ancien directeur de la presse présidentielle, qu'est-ce que vous pouvez dire au Congo? Est-ce que sur le plan stratégique, c'était bien ou soit, bon, les Congolais veulent savoir, ce n'est pas pour rien qu'on vous a invité. Ben, je regarde la caméra et je dis ceci, lorsque le chef de l'État veut qu'on vulgarise ses déplacements, que ce soit quotidien ou à l'étranger, il l'autorise. Mais si, à des moments stratégiques de notre nation, n'oublions pas, peuple congolais, que nous sommes en guerre. N'oublions pas, peuple congolais, que nous avons vu tout récemment certaines grandes organisations internationales, l'Union européenne ou d'autres pays signer des contrats avec celui qui est notre ennemi à l'heure actuelle, malgré que c'est un proxy, le Rwanda. Par rapport à tous ces paramètres, est-ce que l'on peut accorder au chef de l'État, stratégiquement, de pouvoir faire un déplacement sans que toute la nation ne soit avisée, à moins que ce déplacement puisse aller à l'encontre des intérêts du peuple congolais, ce qui n'est pas le cas. Personnellement, j'ai eu à le gérer. Je me souviens d'un moment où nous étions à New York après l'Assemblée Générale et on a dû aller, comme j'aime bien le dire, sous radar pendant une semaine. Je n'étais pas autorisé à disclose quoi que ce soit. Okay. Eh ben bon, c'est pas qu'on a fermé les téléphones, mais il y avait une raison stratégique. Et quand le chef de l'État a voulu que cela soit fait, cela a été divulgué. Mais j'aimerais tranquilliser les uns les autres, parce que ce que je vois au travers de cela, c'est d'abord la volonté des Congolais, parce qu'ils aiment leur chef, ils aiment leur président, ils aiment savoir ce qu'il fait, où est-ce qu'il est. Que ce soit ceux qui connaissent tous les gnosologues, comme on les appelle, les critiques ailleurs, et tout comme ceux qui le suivent dans son action politique. Des deux côtés, tout le monde voulait voir le chef de l'État. Je crois que ceux qui ont eu cette grâce de savoir qu'il est rentré très tôt le matin, vers 4 h du matin, moi j'ai eu quelqu'un qui m'a donné l'info de son retour, j'étais très heureux, malgré que je dirais que j'ai été en contact avec lui. Et bon, comme nous n'étions pas autorisés à aller plus loin, bon, il y a des stratégies. Alors, vous voyez que ça tombe bien d'avoir quelqu'un qui a de la matière pour nous aider, mais s'il vous plaît, j'ai regroupé ces questions, hein, parce que il y a eu autant de questions, plus de 5 et quelques. Okay. Est-ce qu'il y a une différence entre la vie privée du chef de l'État et la vie privée de la personne de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi en étant président de la République? Donc c'est difficile parce que c'est lui le chef de l'État. Mais vous savez, s'il était parti pour ses affaires privées, je mettrais un bémol. Mais je dirais que le chef de l'État, par rapport à la situation actuelle, conjoncturelle que passe la RDC, la situation sécuritaire du pays, à un certain moment, il faudrait, peuple congolais, qu'on soit mature et qu'on se dise, c'est dans notre intérêt que le chef de l'État est sorti. Ce n'est pas pour aller à la plage ou aller se curer les ongles. Le chef est sorti pour faire un travail qui a peut-être nécessité qu'on ne le dise pas d'abord là où il était, mais avec le temps, vous savez, rien ne se cache, les choses vont être divulguées en temps utile. C'est vrai que c'est parti dans tous les sens à cause d'une télévision internationale, RTBF, il semble qu'il était au Rwanda. Voilà. Est-ce que sur le plan stratégique, le Rwanda ne nous a pas bouffé des pions? Est-ce que ce n'était pas une manière de tourner les regards du monde vers ce qui s'est passé au Rwanda? Ce n'était pas fait à dessein. Bah, vous savez, bon, aujourd'hui... Spécialiste que vous êtes. Hein. Non, ce que je dirais, c'est que la Belgique est avec tous les autres pays, la France et les autres pays européens qui ont eu à signer un contrat avec le Rwanda. Donc ici, comme des nations n'ont que des intérêts et pas de sentiments, personnellement, ça ne m'étonne pas. Mais j'ai apprécié que, à la suite d'une remarque qui a été faite, un coup de fil, ils sont revenus en arrière pour reconnaître qu'il y a eu mal done. Il y a eu une erreur. Mais entre-temps, bon, est-ce que tout le monde a pu suivre ce rectificatif? Je ne crois pas. La polémique était déjà lancée. Mais... je regarde le peuple congolais en disant nous n'avons jamais eu honte. Par 2 ou 3 fois, moi j'ai accompagné le chef de l'État à Kigali. Okay. Par 2 ou 3 fois, on a été à Entebbe, on a été... je ne crois pas qu'il y avait des... Et à l'époque, le chef de l'État l'a dit lui-même quand il a fait sa conférence de presse, une des conférences de presse l'année dernière, pour dire qu'il avait tendu la main. Il avait essayé d'amener une certaine diplomatie avec beaucoup d'économies derrière pour que nous puissions trouver un terrain d'entente avec nos voisins. Mais bon, malheureusement, il a dû déchanter et repartir dans un autre, sous un autre volet. Mais retenez, peuple congolais, qu'il se bat, le chef se bat, nuit et jour, parce qu'il a dit, lors de son premier mandat, que pour lui, la réussite, ce serait arriver à mettre la paix
avoir la paix, établir la paix dans l'Est de la RDC. On lui a redonné confiance, et massivement par ailleurs, et je crois que c'est toujours son combat. Et nous espérons, avec la grâce de Dieu, sachant que nous sommes aujourd'hui seuls contre une multitude de nations, que Dieu avec nous, nous allons remporter cette victoire. Voilà, avant de toucher la thématique du jour, RDC, la taille du gouvernement, Judith Tuluka, la première ministre, est-elle bloquée par les politiciens congolais, les politiciens véreux, les politiciens gourmands qui veulent avoir des postes ministériels. Donc il faut avoir un gouvernement qui va consommer beaucoup. Toutes ces questions, c'est avec mon invité, mais nous devons d'abord terminer les questions de la diplomatie, parce que le chef n'était pas au pays. M. Abraham Lokabonga, ancien directeur de la presse présidentielle, au cadre de l'UDPAS. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, il semble que le chef de l'État est fatigué. Pourquoi? Trop de promesses, mais aucune réaction. Fatigué, non. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ils diront fatigué. Si je vais poser la question aux Congolais, quand vous l'appelez Fachi Béton, le béton, c'est lequel? C'est un nom local, mais pas à l'international. Il semble que le vrai béton à l'international, c'est Paul Kagame. Je tiens à rappeler que le chef de l'État, avant qu'il ne le soit, était secrétaire national, secrétaire général adjoint, chargé de la diplomatie du parti. Donc les voyages qui étonnent les Congolais aujourd'hui, nous au niveau du parti, à l'époque nous étions encore dans l'opposition, ces voyages on les connaît. Et nous connaissons les résultats que nous avons pu avoir à cause de ces voyages-là. Donc c'est dans son ADN. Il peut voyager comme il veut. Il nous l'a dit, il nous l'a dit clairement. Je connais aujourd'hui presque tout le monde, parce que j'ai rencontré tout le monde. Je sais comment les Américains pensent, les Russes pensent. Est-ce que quelqu'un qui a aujourd'hui cette capacité de lecture, de savoir ce que font les autres parce qu'il a eu à échanger, serait-il fatigué? Non, au contraire, parce qu'il n'a jamais déchanté. Aujourd'hui, le paradigme, aujourd'hui, la lecture de la problématique de l'Est a changé. On ne parle plus M23, on parle Paul Kagame. On cite nommément. Et aujourd'hui, de l'autre côté, tiens, on a enlevé les tabous. Tout le monde sait que M23, c'est Kagame, RDF, c'est l'armée rwandaise en RDC. Qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher? Ils sont en train de vouloir, de continuer à piller nos minerais à la solde des étrangers. J'ai suivi un jour Paul Kagame le dire. Oui, mais vous ne m'attaquez que moi, mais les minerais ne font que transiter chez moi, ils vont quelque part. Donc, on est rentré dans... Il avait reconnu que son pays, c'était un pays de transit. Voilà, donc on est rentré dans le nerf, dans le creux du problème. Maintenant, nous le connaissons. C'est un problème d'intérêt. Maintenant, que faire? Il faudrait une nouvelle stratégie. Maintenant que tout est clair, nous connaissons les rôles des uns et des autres, avançons. Et je crois que le chef de l'État, on l'a vu sous d'autres actions, a pu réussir. Ce sera fait. On va identifier qu'il faudra identifier. Il faudra demain, moi j'ai peut-être une idée reçue d'un ami pour dire, mais pourquoi pas relancer des grands comptoirs à l'Est? Si demain la République investissait, c'est une idée d'ailleurs, elle n'est pas mienne, mais je la vulgarise. $1 milliard a été comment ça dire, investi dans l'Est pour avoir des grands comptoirs et racheter nos produits. Pourquoi pas? Peut-être ceux qui traversent aujourd'hui, qui vont vendre en Ouganda ou ailleurs, ne le feront plus, ils vendront sur place. Donc c'est une question de stratégie qui viendra. Je crois qu'avec le temps, la première chose, vous savez, l'écueil de la guerre quand les gens disent diplomatie, tu le sais très bien, il y a eu des DR, il y a eu des mobilisations, réinsertion. On a réinséré qui? Dans l'armée, il y a plusieurs officiers, il y a plusieurs militaires qui n'ont pas de niveau, c'était des anciens mercenaires qui sont en formation parce qu'ils ont déposé leurs armes en tant que milice, ont été réintégrés dans l'armée. Et ces gens-là, on les a vus en train de fonctionner. Si vous allez lire cet accord signé en 2013 et là, entre le gouvernement d'antan et le M23, mais c'est grave. C'était avec Raymond Tshibanda, Matata. Exact. Raymond Tshibanda. Sous le régime Kabila. Sous le régime Kabila. Si je peux avoir la photo de l'ancien président. Il est important qu'un jour, je vous suggère que Raymond Tshibanda est toujours vivant. Appelez-le sous plateau, posez-lui des questions. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tributaires. Il semble que vous les chargez trop, mais plutôt, M. Raymond Tshibanda, à l'époque, c'était un accord de paix, un accord qui avait sauvé la République démocratique du Congo. Oui, mais cet accord de paix, excuse-moi de t'interrompre, a ouvert la porte à plusieurs choses.
C'était un accord dangereux? Très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chaînes de commandement, aujourd'hui, il y a des responsables politico-administratifs qui viennent de cet accord-là, qui n'ont rien à voir avec nous. C'était pratiquement, en fait, remettre la gestion d'une bonne partie de l'Est entre les mains de ceux qui n'ont pas cette nationalité, ceux qui ne sont pas, je peux dire, pratiquement congolais. Parce qu'on a voulu une certaine paix. Et ceux-là se sont établis, au contraire, aujourd'hui, avec le travail que fait le chef de l'État, la RDC sera réellement libérée de plusieurs pantins qui sont là au service de l'extérieur. Dans le Mwangachuchu, c'est le fruit de cet accord? Voilà, bel exemple que vous venez de donner. Il n'y a pas que Mwangachuchu, il y en a bien d'autres qu'on va encore découvrir en avançant avec le processus. Donc ce n'est pas facile, mais je sais, je le connais. Moi, quand je l'appelle béton, c'est par rapport à cette détermination-là. Le chef d'État est un homme déterminé et je crois qu'il a su s'entourer aujourd'hui des personnes qui sont loyales et qui vont le booster pour arriver au résultat. Alors, M. Abraham Lwakabonga, je ne sais pas si c'est moqué de vous ou il a réfléchi comme un républicain, comme un opposant. M. Devos Kitoko, je le salue là où il est, secrétaire général de l'ECD, professeur. Dans une émission, il a dit « C'est une honte pour vous, les régimes. » Tu sais qu'il dit « Vous vous plaignez matin, midi, soir. Vous plairez comme des madeleines. Pour un petit pays, Rwanda, les Rwandais nous agressent, les Rwandais nous agressent. Du moment que s'il y a la volonté politique, on peut terminer ces problèmes avec ces pays parce que nous avons un leadership faible. Voilà pourquoi aujourd'hui vous plairez. Si c'était Martin Fayulu, les Congolais allaient être heureux. Je regarde la caméra en disant ceci à M. Devos Kitoko. Si l'opposition était responsable, elle ne critiquerait pas publiquement les actions du chef de l'État en termes sécuritaires. Parce que cela nous concerne tous. Quand une balle siffle, elle ne choisit pas qui est de l'opposition ou qui est du pouvoir. Si l'opposition était responsable, donc l'opposition d'aujourd'hui, elle n'est pas responsable. Puisqu'il y en a qui ont traversé et qui se retrouvent avec Corneille Nangaa. Ou même lui-même, Corneille Nangaa préfère aller prendre des armes. Je ne crois pas que nous soyons dans une dictature aujourd'hui qui fasse justifier cet acte-là. Au contraire, ceux qui nous adressent ont voulu prendre certains Congolais pour justifier que le problème du M23, soi-disant, c'est un problème congolo-congolais, ce qui est complètement faux. J'aimerais dire ici que à M. Devos Kitoko et à tous les autres amis qui sont dans l'opposition, que s'ils étaient responsables, ce serait sollicité. Parce qu'on recherche l'intégrité de notre nation, on recherche la paix partout, et là, ça n'a pas une coloration politique. Lorsque le pays est agressé, tout le monde est ensemble, on se met ensemble, on ne regarde pas si moi je suis de gauche ou de droite. Non, l'intérêt c'est que notre pays soit un, qu'on récupère tous les pans de la République qui ne sont pas sous notre contrôle. Cela peut se faire au travers des rencontres qui peuvent être secrètes, parce que tout n'est pas à les dire tout haut, où chacun vient avec des stratégies, parce qu'on va arriver à un résultat. Combien de fois n'avons-nous pas demandé à certains acteurs politiques qui puissent se déterminer par rapport à l'agression rwandaise? Il y en a qui, je ne vais pas les citer ici, qui n'ont jamais levé le petit doigt pour condamner Paul Kagame de l'autre côté. Parce que peut-être en alliance, ils avaient ou ils ont toujours dans leur maison, dans leur foyer, des personnes qui viennent de l'autre côté. Oui, l'amour n'a pas de limite, il n'y a pas de souci. Mais à un certain moment, par rapport au peuple qui vous accueille, il faudrait dire les choses telles quelles. Maintenant, il y a une chose importante ici. Lorsque nous disons à haute voix, c'est pour informer l'opinion, pour dire, écoutez, voici la situation qui se passe. C'est pas pour se plaindre. Okay. C'est pour tenir... Excusez-moi, c'est pour tenir... Non, on ne pleure pas. Devos Kitoko a tort de dire que vous pleurez comme des madeleines. Il faut le lui dire. Quand on achète des drones, quand on achète des Sukhoi, quand on achète des armes de la dernière génération, on n'est pas des petits-enfants. Et j'aimerais rappeler à M. Devos Kitoko, nous, on a combattu le pouvoir Kabila sans armes. Vous avez devant vous des gens qui ont un esprit, un courage sans armes. Aujourd'hui, nous les tenons, nous savons ce qu'il faut faire. Au contraire, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Avec une armée qui a été si minée, tout le monde le sait, avec toutes les trahisons qu'il a fallu.
Aujourd'hui, il y a eu une stratégie, et là je remercie le VPM en charge de la défense, Jean-Pierre Bemba, avec la levée du moratoire sur la condamnation à mort. La peine de mort. La peine de mort. Aujourd'hui, très heureux d'entendre notre chef d'état-major, il a encore tenu une grande réunion avec les militaires pour leur dire c'est important. Okay. Parce que cette guerre, on oublie, ça fait plus de 20 ans qu'elle existe. Il ne faut pas croire qu'en une année ou deux, vous allez la faire partir. Surtout que les proxys qui sont dedans, ce n'est pas nous. Ce n'est pas Kagame simplement. Il y a une grande mainmise derrière. Il fallait faire comprendre à tout le monde aujourd'hui, au simple citoyen lambda qui est dans la rue, aux hommes là-bas, c'est pas Kagame et Kaka. Parce que derrière, les Français tirent un bénéfice, les Belges tirent un bénéfice, les Américains par rapport... Excusez-moi, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Et quand le Congolais aura compris, il saura, excuse-moi, que ce ne sont pas les Rwandais qui nous font la guerre. Parce qu'ils reçoivent des armes extérieures, on les équipe, on leur donne même des millions de dollars, pour soi-disant pour une coopération quelconque, et qui leur permet d'acheter des armes de défense. Au moment voulu, je regarde les Congolais. La distance entre Goma et Kigali est de moins de 160 km. Lorsqu'un avion de chasse décolle qui fait Mach 1, Mach 2, en 5 minutes, il est de l'autre côté. Il semble que les rebelles, ils sont déjà attaqués. Mais monsieur Abraham Lokabonga, s'il vous plaît, monsieur Abraham Lokabonga, j'ai l'impression que vous cherchez la sympathie de la population, vous voulez vous justifier, vous cherchez la compassion du peuple, gouverner c'est prévoir. On ne vient pas au pouvoir pour venir commencer à tâtonner. Donc, vous étiez dans l'opposition, vous savez déjà ce qui s'est passé au pays. Une fois au pouvoir, c'est pour donner des solutions aux Congolais. Bon, mon cher ami, je ne change pas de sujet. Okay. Nous avons apporté une grande solution, l'enseignement gratuit. Okay. Accouchement gratuit. Gratuité de la maternité. Les salaires ont augmenté, quand bien même. Nous avons aujourd'hui un budget multiplié par 2, 3 par rapport à l'ancien. Un programme de 145 territoires. PDL. Qui n'est pas encore livré à 100%, mais qui démontre qu'il va pouvoir amener... Il y a une volonté de changement. Le tâtonnement, je dis bien, il n'y a aucune école qui prépare les chefs d'État. Il n'y en a aucune. Quel est ce chef d'État qui était préparé par rapport à la Covid, par exemple, 19? Aucun. Je t'informe, j'informe le public, qu'il y a des pays qui ont perdu économiquement. Le plan de relance aux États-Unis était de près de 800 milliards de dollars. Par 2 fois d'ailleurs, pour relancer leur économie. Et je me souviens de la ministre du Plan, avant que Madame Judith ne soit nommée, qui était venue avec un projet de 2 milliards de dollars pour relancer l'économie congolaise. 2 milliards qui par ailleurs étaient difficiles de retrouver, de manière à ce que nous avons difficilement trouvé pour que nous puissions relancer les sociétés qui avaient perdu. Bref, il faut aider à un certain moment avec des incentives. Tous ceux qui nous critiquent aujourd'hui, croyant que nous sommes venus en tant qu'amateurs, je leur dis non. Aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui a tout compris. Il semble que vous étiez venu faire les stages au sommet de l'État. Bon, écoutez, vous savez, attendez, vous savez, il y a des bons stagiaires aussi, hein. Okay. Il y a des bons stagiaires, il y a des très bons stagiaires qui deviennent accomplis, tout le monde se dira, mais tiens, ils ont bien compris la leçon. C'est le cas de l'UDPS? Regardons le cas, non, maintenant regardons les choses telles qu'elles sont. L'UDPS n'est pas arrivé seul au pouvoir, là beaucoup de gens l'oublient. Quand nous arrivons en 2019, on n'est pas que stagiaires, nous avons autour de nous le FCC. On a trouvé des anciens qui étaient là, vrai ou faux? On a trahi ces anciens, qui étaient stagiaires. Est-ce eux qui nous ont mal conduits et ceux qui nous a d'ailleurs amenés à arrêter notre collaboration avec eux? On peut le dire aussi. Donc nous avons ici un bilan partagé avec nos amis et je crois que c'est un 6 décembre, le chef de l'État a décidé d'y mettre fin. Merci. Donc vous ne voulez pas échouer seul, donc vous partagez votre échec avec tout le monde, on comprend. Monsieur Abraham Lokabonga... Mais est-ce que c'était un échec parce que le chef de l'État était bien réélu? Et ceux qui croyaient être une alternative au chef de l'État n'ont rien eu. Parlons-en. Je ne veux pas ouvrir les dossiers des élections parce qu'il y a trop de pépins là. Okay. Alors, M. Abraham, comme partout, hein. M. Abraham Lokabonga, vous souhaiterez faire un débat républicain, si possible, avec
le secrétaire général de l'OCD, M. Devos Kitoko? Pas de souci. Non, j'aurais préféré Martin Fayoulou parce que j'ai travaillé, j'étais son adjoint lorsqu'il était dans l'opposition. J'ai pas d'un professeur d'université. Ça n'a rien à voir. Vous savez, quelqu'un a dit quelque chose d'excellent ici. Un professeur d'université, c'est quoi? Vous êtes professeur, mais vous êtes un théoricien. Excusez-moi de le dire comme ça. Il ne faut pas choquer les professeurs. Je vais les choquer. Ok. L'université, c'est quoi? C'est un lieu où l'on trouve les solutions appropriées du pays dans lequel l'on vit. Quelles sont les solutions aujourd'hui que nos fameux professeurs universitaires nous ont amenées? Le seul que je puisse reconnaître, c'est un jour quelqu'un nous a découvert le kikalakasa. Tiens, ça se mange. Ça vous dit? Je crois que c'est cela. Ne venez pas ici nous parler de théories qui sont applicables aux États-Unis, en France et ailleurs. L'homme qui est à Chibamboula, près de chez moi, dans mon village, il n'a pas besoin de ces théories-là. Lui, quand il va pêcher son poisson, comment peut-il le préserver? Comment peut-il... Est-ce que l'on est obligé de faire exactement ce que les autres ont fait? Les Chinois ont-ils copié l'Europe pour être là où ils sont? Donc, à un certain moment, il faut qu'on arrête de faire du copier-coller. La RDC a besoin peut-être de moins de docteurs en droit, plus de techniciens qui savent tailler la pierre, le diamant, qui savent travailler nos minerais. C'est peut-être de cela qu'on a besoin aujourd'hui. Parce que la grande thématique, et je chute, nos grandes difficultés dans ce pays, c'est quoi? C'est des débats, soi-disant intello, des interprétations de lois, ou des lois qui sont taillées sur mesure par ces grands professeurs, au profit d'une petite minorité et qui conduisent le pays dans une calamité. Je ne pense pas que vous fuyez les débats avec le professeur. Il peut venir quand il voudra et je serai présent. Mais je dirais qu'aujourd'hui, excusez-moi, je vais vraiment choquer. J'aurais vraiment voulu voir les grandes universités de ce pays être conduites de manière, en termes de gestion, d'une manière correcte, et non de voir les extensions d'années comme je suis en train de les vivre aujourd'hui. Et pourtant, ces excellents professeurs ont la matière requise. Mais qu'est-ce qui fait que les années sont toujours élastiques? Unikin y compris. Ça, c'est notre débat. Unikin, je vous ai aidé. Ça, c'est notre débat. Je pense que le message est passé. Les professeurs de Voskitoko, je vais vous chercher pour un débat républicain. M. Abraham Lokabonga est là, l'ancien directeur de la presse présidentielle au cadre de l'UDPS. Parlons de notre sujet du jour. RDC, la taille du gouvernement, j'ai dit Toulouka, est-ce les politiciens bloquent la première ministre? Parlons-en. M. Abraham Lokabonga, vous avez une majorité confortable, paisible, plus de 400 et quelques députés. Logiquement, il faut avoir un gouvernement, plus de 60 ministres. Êtes-vous partant? Logiquement, non. Moi, je crois que je l'ai dit en interne. Je rappelle ici que je suis diplômé en gestion d'entreprise et surtout dans les projets pour les pays en voie de développement. Okay. Je ne vois pas les raisons pour lesquelles on devrait avoir un gouvernement pléthorique. Aujourd'hui, je crois que le chef de l'État a besoin de technocrates parce qu'à la tête du pays, en termes de gouvernance, le chef d'État choisit quelqu'un qui sort du PNUD. Une dame qui est rompue dans ce qui est management. Okay. Je ne souhaiterais pas demain, à cause de ce débat politicien, voir un docteur en médecine conduire le département de l'agriculture, être ministre de l'Agriculture. Rien que parce que nous sommes en politique. Je crois qu'il est grand temps qu'aujourd'hui, on retrouve un ingénieur qui s'occupe, qui est au niveau de l'industrie, un médecin, que ce soit secteur par secteur, qu'on ait des technocrates. Le chef de l'État a une majorité confortable, et il le sait, moi je l'ai dit, je l'ai écrit. Il est important aujourd'hui que la taille soit suffisamment réduite pour qu'il y ait efficacité. À quoi servent les secrétariats généraux? Okay. Ces gens peuvent travailler aussi. Vous avez des ministères qui sont éclatés. Finances, budget, économie. Mettez-les ensemble. Faites-en un vice-premier. On sert. Culture et art, sport et... On a fait commerce tout ça. Extérieur. On a ouvert le jeu simplement pour satisfaire. Mais tous ceux qui sont partis en campagne, étaient-ils partis en campagne pour se dire « Moi, je suis, votez-moi parce que je cherche à devenir ministre » ou bien « Votez-moi parce que je cherche à être député provincial, député national ou encore conseiller communal ». Repartons sur la base. Moi, je crois qu'il est important aujourd'hui, et j'appuie
l'action de la Première ministre. Et je crois l'avoir chuchoté haut et fort. Là, je le dis, j'ai l'opportunité de le dire. Je voyais d'ailleurs cette taille du gouvernement être aux alentours de 25 ministres. Déjà entendu, 39 ou 45. On peut y arriver. Je parle ici en termes d'efficacité. Et je demande, je ne sais pas s'il y a blocage, mais j'enjoins son Excellence Madame la Première ministre de camper sur ses positions. J'aurais appris qu'elle aurait demandé 3 noms par poste ministériel. Oui. Qu'elle aurait demandé que le genre soit représenté. Je dis bien oui. Et que ça doit être spécifique. On ne peut plus se permettre aujourd'hui d'avoir toujours les mêmes qui reviennent. Ce pays n'appartient pas à un petit gotha de politiciens que vous allez voir. Il a été ministre sous 4-5 régimes. Pour quel résultat? Non, vous avez besoin. Allons au résultat. Vous avez besoin de l'expérience pour ne pas, Excusez-moi, pas trop choquer les gens. Je demande l'image de M. Vital Kamerhe, un excellent ministre. Il était ministre de l'économie, un homme expérimenté qui parle bien, qui connaît l'histoire de ces pays. Après avoir rencontré Madame la Première ministre, M. Vital a dit le Congo, ce n'est pas les petits pays comme Sénégal. Le Sénégal, nous avons autant de Congolais et la grandeur. Il ne faut pas que nous puissions avoir un petit gouvernement. Et il faut quand même étendre un peu la main. Est-ce qu'il a tort? C'est son avis. Il peut le défendre. Moi, je donne le bien, je dis ce pays, en tant que gestionnaire, économiste, on peut avoir entre 25 et 30 ministres, le pays va avancer. Et d'ailleurs, je vais vous dire, en termes de réduction, essayez d'imaginer simplement, alors, prenons un chiffre, qu'un ministère, par an, tout frais compris, salaire, voyage et autres, soit aux alentours de 50 millions de dollars. Ça peut être moins. Hein. Vous en mettez 50, vous êtes à 2 milliards 500. Okay. Lorsque nous réduisons ce montant-là, nous arrivons à la moitié du chiffre que je vous ai donné. Si vous êtes à 2 milliards 500, nous sommes à 1 milliard point 2. Donc on économise chaque année 1 milliard 250 millions de dollars. L'équivalent de 1250 km de route qu'on peut faire. L'équivalent de 50 hôpitaux tels que Mamayemo, l'équivalent de plusieurs choses. Donc on peut permettre demain à ce que nos militaires, nos fonctionnaires et autres puissent avoir une hausse en termes de salaire. L'argent, il faut le chercher quelque part. Je ne crois pas à cette grosse ossature. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire, c'est des fois dérangeant. Lorsque vous sortez, vous rencontrez un ministre, eh ben, il a un convoi, il a avec lui 10, 15 policiers. Alors que dans la ville de Kinshasa, les amigos sont vides. Il y a à peine 1 ou 2 policiers. Pourquoi ces personnalités qui ne sont même pas en zone de guerre, nous sommes avec eux dans la ville de Kinshasa? Laissez-moi terminer, ça c'est les arguments que je mets sur la table. C'est pas normal que l'on fasse cette disparité-là. Mes chères excellences, une voiture de sécurité vous suffit, avec un garde VIP, parce que nous avons des VIP qui sont formés, qui savent défendre. Donc on arrête un peu avec ce train-train où l'on voit des sirènes partout dans la ville, à toutes les heures de la journée. Il n'y a que le chef de l'État qui en a droit, les responsables des institutions, tous les autres, Bandeko, Toutian assez, il faut arrêter d'énerver. Et maintenant, remettre dans chaque commune les policiers nécessaires, parce qu'il y en a près de 500 qui sont autour des membres des cabinets ministériels, et on se plaint qu'il y a Koulouna dans la ville de Kinshasa, qu'on ne fasse pas les choses à l'envers. On les renvoie là, ils devraient. Monsieur Abrolo Kabonga, j'ai l'impression que vous êtes de ceux-là qui sont près du chef pour lui donner des mauvais conseils. Pourquoi? C'est que vous venez de dire. Entendre un leader politique, il faut respecter l'équilibre géopolitique. Si on a un gouvernement de 25, comment on peut représenter toutes les provinces? Ça serait un problème. Vous cherchez à créer des tensions. Est-ce que vous ne voyez pas que vous mettez le chef de l'État dans un mauvais chemin? Excusez-moi. Est-ce que pour servir la nation, il faut seulement se retrouver au gouvernement? Mais c'est ça que c'est politisé. Non, c'est ce qu'on dit. Nous devons arrêter avec ce paradigme-là. On se réunit, c'est comme ça que même, excusez-moi, je devrais le dire, que le cardinal a parlé de partage de gâteau ici. Ah oui. Si lui, à son niveau, pense au Congo comme partage de gâteau, ce qui est grave, j'aimerais qu'il rechange de langage. Là, tout le monde se dit, non, nous sommes arrivés, on est élus, on doit se partager le gâteau. Non, le Congo a besoin d'autre chose, on a besoin d'efficacité demain. Qu'on ait une vingtaine, 30 maximum de ministres, qu'importe d'où ils viennent. Je dis bien qu'importe. Ici, on doit chercher la technicité, on doit chercher la responsabilité et
la vérité, qu'on arrive à des résultats. C'est le résultat qui est le plus important. Aujourd'hui, nous avons une dame, j'espère qu'elle sera demain appelée dame de fer, pas parce que simplement elle a dit non, mais parce qu'elle a conduit les choses d'une manière différente. Et nous devons, nous, accepter, l'accompagner, au lieu de se dire, élargissons. Je suis membre de l'UDP, je peux me dire, mais écoutez, nous sommes le parti au pouvoir, je crois que l'UDP sont pas là 60 ministres, comme ça, l'UDP en a au moins 20-25, et je peux briguer une place. Je ne parle pas d'une manière égoïste, j'aimerais voir le chef de l'État réussir, j'aimerais voir le peuple congolais retrouver son sourire en termes du social, et pour aller faire le social, il faut commencer à couper là où il y a le surplus, de manière à ce qu'on sente l'action qui va s'imprégner au niveau de la population. Est-ce que le problème, c'est pas au niveau du casting? Parce que, est-ce que c'était important de recruter au sein de l'Union Sacrée Matata Pognou, M. Adolphe Muzitu, du moment que vous avez déjà des bâtis et les autres? Est-ce que vous-même, vous ne vous créez pas de problème? Est-ce que c'était nécessaire d'aller chercher cette expertise? Est-ce qu'on et Muzitu. Là, attention, on venait de faire une affirmation là qui est gratuite. On a été les chercher ou bien ils sont venus? Ils ont été consultés par l'informateur, M. Kabouya. Quand quelqu'un est consulté, donc il s'affirme dans la majorité présidentielle. Je crois, il y a un problème de quota, respectons la Constitution. Non. Je crois que il faut voir cet angle des choses. Et là, je félicite l'informateur, quelqu'un de très sage, de très modeste. Augustin Kabouya. Oui, Augustin Kabouya. Okay. Il n'a pas perdu la tête. Hein. C'est quelqu'un qui... C'est le combattant que moi je connais, qui n'a pas changé. Lorsqu'il tend la main et qu'il va écouter les autres, c'est important. On parle d'un processus démocratique qui est inclusif. Mais vous avez été... Ça ne veut pas dire parce que vous avez été consulté que vous avez droit au chapitre. Vous avez été consulté. Excusez-moi. Je suis totalement. C'est ce qu'on a l'habitude de vivre dans ce pays. Réunion, dialogue, et puis on se partage le gâteau. Non, le Congo n'est pas un gâteau. Le Congo est une nation, une indivisible. Il faut arrêter de voir les choses de cette manière-là. J'aimerais vous dire, par exemple, M. Matata Pognou, il a un cabinet important qui travaille avec les institutions de Bretton Woods. Beaucoup de Congolais ne le savent pas. Jusqu'à ce jour. Donc, il peut toujours être expert qui vient en appui pour... aider la nation quand il faut prendre certaines décisions. Il peut toujours être consulté. Ne venez pas ici nous faire croire que hier on vous a vu travailler. Vous avez des procès ici pour lesquels vous ne cessez d'éviter, mais ces procès existent toujours. Que demain on vous ouvre la porte parce que vous avez été consulté par l'informateur et qu'on vous donne un poste. On doit arrêter avec ça. Est-ce que la gestion de M. Muzito est-elle une gestion parcimonieuse qui permette à ceux qui reviennent au pouvoir? N'y a-t-il que le professeur Muzito dans ce pays? Je ne crois pas. La République doit avancer. Que ceux qui croient qu'ils ont la science, créons une institution ou créons un format qui permette à ce que les gens puissent apporter leurs idées. Est-ce que vous vous souvenez des comment il appelait encore ça, M. Muzito, ces tribunes? Voilà. Okay. Ces tribunes étaient une occasion pour lui de donner la matière de la science qui pouvait être exploitée. Donc qu'on ne vienne pas ici, moi je le dis encore, je suis totalement d'accord, on ne doit pas laisser la place ici aux leaders politiques simplement pour qu'ils viennent, que les leaders se cantonnent au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, ils ont été élus pour cela, mais qu'ils envoient à la nation des jeunes cadres de leur parti dont ils estiment qu'ils peuvent le représenter correctement. Le pays a besoin d'avancer et bien avancer. Mais Chabran Lokabonga, n'oubliez pas la thématique d'aujourd'hui, RDC, la taille du gouvernement, j'ai dit Tuluka, est-ce la dame, elle est bloquée par le politicien, M. Chabran Lokabonga. J'ai l'impression que vous avez gardé une dent contre Muzitu. Et M. Matata, j'ai bien l'impression contre l'ancien Premier ministre Muzitu et M. Matata, le Congo est en train de traverser des moments compliqués. Le pays a besoin de ses meilleurs fils et ses dignes fils, des gens qui ont démontré déjà ses prouesses. Est-ce Matata Pognou ne peut pas apporter un plus? Muzitu ne peut pas apporter du moment que la Constitution, notre Constitution, le gouvernement est formé sur base de la représentation. Donc les gens qui ont des députés, ce sont des chefs de partis politiques, ils ont des députés. Et pourquoi pas que eux se retrouvent dans le gouvernement? Il y a un problème? Bon, je vous avouerai que j'ai un problème avec M. Matata. Vous dites? Je vous avouerai que j'ai un problème avec M. Matata. Je vais vous dire pourquoi. Personnel ou... Non, un problème en tant que peuple, en tant que citoyen congolais. Sentez-vous. Lorsque vous vous êtes retrouvé à la tête du pays, Premier ministre, et que vous avez eu les moyens politiques et financiers pour faire avancer la République, vous deviez le faire.
Si aujourd'hui vous posez la question, M. Matata, dans quel registre se retrouvait l'université du Maniema et autres? Était-ce un projet de la République? Je ne crois pas que l'on puisse se retrouver quelque part. Dans l'université Napon. Oui. Okay. Je ne crois pas qu'on pourrait le retrouver. Mais par contre, il y a eu un projet d'intérêt national, Bukanga Lonzo, qui aurait pu amener la nation congolaise, Kinshasa et ailleurs, de pouvoir se retrouver avec des denrées alimentaires à prix réduit. Ça a été un flash. C'est criminel. Je dis bien, c'est... Excusez-moi. Excusez-moi. Quand je dis c'est criminel, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il y a un procès contre lui. Il n'en est pas encore sorti. Je crois qu'on ne doit pas donner l'occasion ici, et j'insiste, que les prochaines personnalités qui vont se retrouver au gouvernement soient des personnalités qui ont un CV clair, qui n'ont pas de problème avec la justice, antérieure ou pas. C'est-à-dire des gens qui peuvent se mettre devant nous et nous diront, oui, nous croyons en eux. C'est important. Cette République n'appartient pas à une caste de 50, 60 politiciens et ça ne tourne qu'avec eux. Que s'ils ne sont pas là, tout s'arrête. On doit arrêter avec ça. Les jeunes vont monter quand? Vous êtes assez brillants demain pour gérer un domaine quelconque de cette République. Nous nous battons, voilà comme disons le peuple d'abord, nous nous battons de manière à ce que la République de demain soit mieux gérée. Moi je suis à côté du chef de l'État, peut-être dans l'ombre, en se disant, Excellence, vous réussirez votre mandat, si et seulement si on applique ça. C'est mon point de vue. C'est lui l'arbitre, à lui de décider. Mais quand j'ai lu la volonté de Madame la Première ministre d'aller dans ce sens-là avec un gouvernement réduit, je me suis dit, Madame, je suis totalement d'accord avec vous, je vous appuie dans cette démarche-là. Si vous pouvez encore serrer, diminuer, c'est important. Et on peut le témoigner. Vous savez qu'il y a des secteurs d'activité de ce pays qui ont eu des ministres pour lesquels il n'y a aucun résultat. Je dis bien, il y a des secteurs, faites des enquêtes, il y a des secteurs, il y a des gens qui ont été ministres dans ce pays qui n'ont rien à nous donner comme bilan. Je vous donne un cas, un ministère qui a été boosté par un de fils majeurs de ces pays, Vital Kamerhe, le ministère de l'économie. Écoutez, vous me donnez celui-là, moi je peux parler du sport. J'ai suivi l'ancien ministre du sport déclarer que dans son bilan, il y a eu le concert de Ferré au stade. Vous dites Il y a eu le concert de l'artiste Ferré au stade. Parce que il ne faut pas se moquer des Congolais. Non, mais bon, voilà ce que je suis en train de dire. Il est important. Vous savez, la redevabilité, on doit l'avoir. Okay. Je félicite au passage le ministre Mouyaya avec ces séries d'émissions. C'est déjà un début. Mais nous devons être durs envers ceux qui nous dirigent. Vous savez, j'ai vécu aux États-Unis, on vous dit, le chef de l'État, il est engagé pour nous. C'est nous l'avons engagé pour nous. Il est au service public. À notre service. Okay. Donc ça voudrait dire qu'il est conscient que s'il est là, c'est pas pour lui, c'est pour le peuple. Et chaque fois, le peuple devrait le lui rappeler. Et je crois que le nôtre, sa simplicité le démontre. Mais on ne doit pas aujourd'hui créer un fossé. Nous sommes là, responsables devant Dieu et devant les hommes. Poussons les hommes d'État, parce qu'ils veulent se faire appeler hommes d'État. Ils veulent se faire appeler excellence, à être réellement excellent pour ce peuple. C'est à la seule raison. C'est à ce moment-là, je vous dis, un ministre peut passer dans la route, vous verrez les Quinois se mettre de côté, avec ou sans sirène, se dire Motonabiso, Mokonzaleki, Totika Kinusa Moussala, parce que le travail qu'il fait est bénéfique. Et le respect se mérite. Merci. Il se mérite. Alors, ne venez pas avec des sirènes nous pousser à rentrer dans les caniveaux, c'est pas sérieux. Alors, M. Bruno Kabonga, il nous reste 4 minutes, mais c'est quand même important que nous puissions vous poser ces questions très questionnantes des Congolais, parce que vous voulez que les choses changent. Le chef de l'État avait dit, je ne veux plus répéter les erreurs du passé. Parmi les erreurs du passé, M. Abraham Lokabonga, ancien directeur de la presse présidentielle, c'était le casting. Aujourd'hui, les Congo a un capital humain aussi considérable. Il a une majorité confortable. Quel type d'homme qu'il faut pour que le chef de l'État relève les défis du Congo? Moi, je viens ici en termes d'expérience. Expérience. Deuxième chose, capacité intellectuelle, capacité intellectuelle liée au secteur d'activité dans lequel on va se retrouver. C'est le plus important. Je n'ai pas envie de voir des politiques pour la politique. Non. Le gouvernement doit être géré par des techniciens, par des technocrates. Lorsqu'on parle de recherche scientifique, on parle de recherche scientifique. C'est-à-dire on vient avec des projets tangibles.
On ne vient pas avec, comme je l'ai entendu, la RDC veut avoir un satellite. Non, je ne crois pas que la recherche passe par là. On ne veut pas tâtonner. Non, on ne veut pas tâtonner. Il y a plusieurs matières premières dont on n'a pas de nom aujourd'hui. Il y a plusieurs, récemment, tout le monde a vu une certaine pierre qui s'allume et tout ça. Comment s'appelle-t-elle? On devra attendre un chimiste ou un laborantin extérieur qui vienne nous dire non, voici la... Et il risque, lui, de porter le nom de cette pierre. Non. Je crois qu'il faut revoir les choses d'une manière drastique. Vous savez, moi je me dis, la RDC souffre de ces hommes qui sont potentiellement bien formés, mais qui risquent de passer comme cela dans leur vie. Ignorant. Alors c'est comme nous marchons sur l'or, le diamant et d'autres matières que tout le monde voit à l'extérieur, que nous-mêmes nous n'avons pas encore vu. Et vous entendez certains fous vous dire Mboko et Toteka, vous voulez vendre le pays qui a plus de 100 minerais? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Et qu'il y a des courants d'eau partout? Mais nous vivons un paradis sur terre. Maintenant qu'on mette les gens, et je le dis encore, Excellence Monsieur le chef de l'État, Madame la Première ministre, mettez-nous des hommes et des femmes qualifiés. Et ils sont là, ils existent, même s'ils viennent 4-5 d'un même coin, nous voulons le résultat. L'homme qui va demain nous ramener le sac de ciment à $4, parce que toutes les matières pour faire le ciment sont des matières qu'on retrouve en RDC. On avait les silos, on avait Sinat. L'homme qui va nous aider à rétablir les routes Mbujima et Kananga et nous créer une route qui passe Kalambambouji, on m'a envoyé une vidéo, M. Abraham Lokabonga, mais apparemment, vous êtes... de ces contrées-là, mais c'est terrible. C'est de vous dire. La route Kalambambouji est impraticable du moment où il semble que l'argent était sorti. Bon, c'est de tout cela, mon cher frère, cher téléspectateur. C'est cela qui m'anime. Je ne voudrais pas, à la fin de ce deuxième mandat du chef de l'État, me dire tiens, on a raté. Non, c'est pas au nombre de costumes que j'aurais eu. Ce n'est pas au nombre de véhicules que j'aurais peut-être conduit. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin du mandat, on se dise tenez, on a réalisé telle ou telle chose pour le bien-être du peuple congolais. Alors, lui-même, ce peuple congolais-là, sera motivateur ou sera le moteur vers des changements politiques ou encore des changements constitutionnels que certains pensent faire d'une autre manière. Mais je crois que si cela vient de la base, quand elle reconnaît les gens au chef de l'État, cette volonté de voir avancer, je crois que lui-même, comme il a dit, entourage, oui, Excellence, vous savez qui sont ceux qui vous ont rendu des mauvais services, il faut sévir. Alors, regardez la caméra, 30 secondes, cette question fâche, mais la question mérite d'être posée. Au-delà de tout ce que vous venez de dire, il semble qu'il y a un critère que vous avez oublié. Il y a certaines personnes qui m'ont dit le chef de l'État ne va pas nommer sur base de la méritocratie seulement, mais sur base de la loyauté. Il y a des combattants, les gens qui se sont battus avec lui. Pensez-vous que ces critères est important pour que le chef de l'État nomme? La loyauté fait partie de ces critères importants dans un choix. Okay. La loyauté ne doit pas être simplement vue par rapport à une personne. Je peux être loyal au texte. Je peux être loyal à une vision. Ça me diffère de la loyauté envers une personne. Je suis loyal dans le fait que je crois pertinemment que lorsque je pille les richesses de mon pays, lorsque je fais des détournements, lorsque je fais ceci, cela n'aide pas mon pays à décoller. Il faut qu'on dépasse cette manière de voir les choses. Vous savez, les premières personnes à qui le chef a parlé, lorsqu'il a été élu, c'était nous. En disant, ce n'est pas la République des Balouba, ce n'est pas la République de mes amis. Le premier qui marche de travers verra la loi et la justice tomber sur lui. Si vous regardez dans l'histoire, la première année, en 2019, vous verrez que les 3/4 des grandes personnalités qui ont été arrêtées ou mises en détention, c'était des personnes du cercle. Le message est arrivé 5 sur 5. Je crois qu'on n'en est plus là. Chacun a eu l'opportunité, soit d'aller briguer un mandat. Ceux qui ont réussi, bravo. Ceux qui n'ont pas réussi, il n'y a pas de souci. Travaillons pour l'essor de ce grand pays. Travaillons pour l'essor de ce grand pays. C'était avec un homme intelligent de mon pays, M. Abraham Lokabonga, au cadre de l'UDPS, ancien directeur de la presse présidentielle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Merci à l'équipe qui m'a accompagné et vous également, les Congolais qui étaient connectés sur notre chaîne YouTube au Centre Télévision, et aussi à la grande équipe qui m'a accompagné, Monsieur Rachidi sur YouTube, Monsieur Paul Bongongo, Faïda, et à notre réalisateur
qui est là. J'ai oublié les noms, mais prochainement.